Chers amis, bonsoir. Le sujet de notre étude du jour va être la radio et l'État dans l'entre-deux-guerres. Nous allons en effet essayer de comprendre comment et pourquoi l'État tente de contrôler ce tout nouveau média dans ces 20 années riches d'événements. La radio n'est pas l'invention d'une seule personne. C'est le fruit d'un enchaînement de découvertes technologiques et d'inventions depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il est vrai que la radio était un média qui avait une possibilité d'expansion privilégiée grâce à son système asymétrique. C'est-à-dire qu'il fallait des moyens techniques très lourds pour pouvoir émettre. Mais pour capter, c'était très facile à la portée de n'importe qui. À cette époque, son utilisation était évidemment réservée à l'armée et au PTT. L'invention était encore trop récente pour s'ouvrir à un large public, et la Première Guerre mondiale renforça évidemment ce monopole. Pourtant, dès la fin de la guerre, une décennie de prospérité et de reconstruction encouragea fortement le développement de ce nouveau média. Alors que dans l'Europe entière, l'État voulait avoir un contrôle total sur ce nouvel outil, la France laisse des radios privées voir le jour, alors qu'elle crée des radios publiques. Et c'est le 24 décembre 1921 que la première émission destinée à un large public est émise depuis le poste de la Tour Eiffel. On doit cet événement au général Ferrier. Dis-moi mon chéri, si nous essayions d'avoir Paris ce soir, il y a un programme épatant. Si tu veux ma choute, essaye. Cette première station publique est donc détenue par l'État, mais elle est totalement orientée vers les civils, car elle diffuse concerts et bulletins météo. De toute façon, le secteur privé la rattrape très vite avec le lancement de Radiola, qui diffusera le premier journal parlé le 6 janvier 23. Elle aiguisera ainsi la curiosité d'un public encore très fermé. En effet, à cette époque, le public était surtout constitué de passionnés, et les postes étaient encore très chers pour le peu d'intérêt qu'ils présentaient. La rumba des radioromans, avec Javette Bernier, Henri Desglins, Val d'Ombre, Jean Després. Ces 4 brillants auteurs ont chacun 6 minutes à leur disposition pour exploiter un même thème, un même sujet, mais dans des milieux différents. Javette fait vivre ses personnages à Snobsville. Henri Desglins à Marseille. Val d'Ombre dans les pays d'en haut. Et Jean Després à Paris. Le thème à l'affiche pour ce soir est le suivant. Le coche et la mouche. Retenez vos souffles. On commence par Snobsville. Plusieurs nouvelles radios sont donc à l'initiative de constructeurs de postes de radio. Les PTT s'en mêlent ensuite, en 23, dirigés par Alfred Denery. Ils émettent depuis les locaux de l'école supérieure des postes et télégraphes. Vient ensuite la presse, avec le Poste parisien, évidemment créé par le journal Le Petit Parisien. On comprend donc qu'en quelques années, dans une époque prospère, la diversification énorme qui s'opère, amenant des programmes de plus en plus travaillés et attractifs, va petit à petit attirer les oreilles du grand public. Il va donc s'opérer un changement, une ouverture, du seul poste du village chez le bricoleur farfelu, chez qui les enfants aimaient venir écouter avec curiosité par la fenêtre. On verra bientôt chaque foyer investir ses économies dans cette boîte du progrès, quittant l'isolement des campagnes ou des quartiers pour les quelques grandes antennes. Allô, ici Toulouse. C'est curieux, nous avons Paris et Toulouse en même temps. Vous allez entendre le concert organisé
par l'association des consommateurs du Café de la Rotonde, de l'œuf dur et des voyageurs réunis. Non mais sans blague, dites donc Toulouse, vous piétinez dans mon émission? Eh bien, et vous, le Parisien, quand vous aurez fini de postillonner dans votre micro, que j'articule dans le mien. Oh, ça va, retirez-vous que je commence. Meublez-vous avec art, un meuble signé Pélican et garanti. Pour se casser tout le temps, adressez-vous plutôt au grand magasin Le Régiment de Chambres et Meubles, rue Flitox à Toulouse. Ça commence, ça. Chers auditeurs, veuillez écouter Manon Voici le Soleil, enregistré par le ténor Rivabella, orchestre sous la direction du maître Petit Bâton. Veuillez écouter Mimi, le temps n'est pas beau, chanté par Monsieur Roustagnac du Capitole de Toulouse, accompagné par l'orchestre argentin Alonso Bistros. Mimi, le temps, il n'est pas bon, bois-tu comme il tombe dedans. C'est à ce moment que l'État va intervenir. Le 30 juin 23, une loi établit le monopole de l'État pour l'émission et la réception radiophonique. On peut alors posséder un poste de radio à condition de le déclarer. La création de radios privées va pourtant rester libre. On verra donc dans la fin des années 20 l'émancipation de la radio destinée au grand public. On oubliera donc les anciens programmes austères et élitistes, les concerts de musique classique longs et réservés aux initiés, pour voir apparaître de nouvelles personnalités. Un nouveau métier apparaît et insuffle une nouvelle dimension à ce média. Bientôt sur toutes les ondes, on entendra ces anciens humoristes ou comédiens, ces hommes de la parole qui amèneront avec eux de nouveaux concepts, comme les débats populaires ou les jeux. Le sport aussi arrive à la radio, comme en 1929, le Tour de France, pour la première fois retransmis.